Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes pour tous nos participants de nous joindre. Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes de plus pour tous nos participants de nous joindre. Donc, merci pour votre patience. OK, donc juste quelques minutes de plus avant de commencer. Donc, bienvenue tout le monde. Merci pour votre patience. On va attendre juste quelques minutes de plus. Oui, bonjour tout le monde. Donc, on attend juste quelques minutes de plus. Nous avons hâte de commencer, mais nous voudrions assurer que tout le monde est en ligne. Donc, merci pour votre patience. Et je vois que nous avons déjà des mots de bonjour sur le chat. Donc, merci pour votre participation. Excellent. Merci tout le monde pour votre participation dans le chat. C'est bien de voir tous vos mots d'encouragement et vos mots de bonjour. Donc, juste une minute de plus et après, on va commencer. OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de notre projet ESAP, financé par USAID. L'objectif de l'ESAP est d'accélérer le soutien aux partenaires locaux avancés pour qu'ils deviennent des bénéficiaires directs des financements PEPFAR. Moi, je suis Elizabeth Kiriakou, Senior Program Manager avec ESAP, concentrant sur notre portefeuille francophone. Aujourd'hui, nous allons présenter un webinaire focalisé sur le développement des affaires, une partie de notre série de webinaires. Donc, si on passe par la prochaine diapo, nous avons quelques annonces. Parfait.
Donc, tout d'abord, je voudrais donner un grand bienvenue à tous nos participants et en particulier nos partenaires locaux. Vous êtes encouragés d'utiliser la boîte de questions-réponses pour toutes questions et pour les autres points ou bien les autres discussions, vous pouvez utiliser le chat qui est déjà très engagé. Merci. À la fin de ce webinaire, nous avons un petit sondage que nous voudrions vous encourager de remplir. Et finalement, je voudrais partager que la présentation du webinaire sera envoyée par email et aussi sera accessible sur notre site web ASAP, qui est trouvé sur intrahealth.org/ASAP resources. Donc, les prochaines diapos sont dédiées pour expliquer un peu comment trouver nos webinaires. Donc, si vous pouvez visiter notre site web, vous allez voir que nous avons déjà diffusé 52 webinaires pour plus de 10 000 participants. Donc, nous avons des webinaires à la demande et les prochaines diapos peuvent illustrer comment accéder des présentations en français. Donc, voilà, nous avons des webinaires en français, anglais et aussi en portugais. Donc, vous pouvez cliquer sur le langage. En plus, vous pouvez télécharger la présentation en format PDF et suivez aussi un enregistrement du webinaire par vidéo en cliquant sur la vidéo. Parfait. Donc, je voudrais maintenant vous présenter notre présentateur, M. Tega Dominique Mba. Dominique est avec nous depuis juillet 2020 et lui, il est un expert en gestion financière et conformité. Nous avons de la chance de l'avoir pour soutenir nos activités ASAP au Cameroun. Donc, à vous, Dominique, merci. OK, merci Lise et bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur le développement des affaires. Et ce webinaire sur le développement des affaires couvre ces trois parties. Il y a le composant d'une stratégie de mobilisation des ressources, il y a identification des ressources, aussi il y a soumission des propositions et budgets concurrentiels. Donc, voilà l'agenda. On vient de boucler la séance d'introduction par Lise. Et la première partie de ce webinaire sera sur les composants d'une stratégie de mobilisation des ressources. Il y a deuxième partie, identification des ressources. Et troisième partie, c'est soumettre des propositions et des budgets concurrentiels. On va finir cette troisième partie avec certains points clés à retenir. Et il y a aussi les questions, les séances de questions à la fin de chaque partie. Donc, pour cette première partie, sur les composants d'une stratégie de mobilisation de ressources, là, on va s'entretenir sur la définition d'une stratégie de mobilisation de ressources. Il y a certaines questions clés à répondre. On va aussi parcourir le processus de mobilisation des ressources. Et après, on va regarder la cartographie des donateurs. On doit apprendre à connaître nos différents bailleurs de fonds, quand on doit les aborder et comment les impliquer. Donc, voilà la première partie. Donc, on va rentrer maintenant en détail la mobilisation de ressources. Donc, pour la définition, la mobilisation de ressources est un processus. C'est un processus qui permet à une organisation d'acquérir les ressources essentielles qui peuvent permettre à poursuivre les différents travaux pour réaliser les missions de l'organisation. Donc, voilà, en bref, la définition de la mobilisation de ressources.
Donc, il y a certaines questions clés qu'on doit répondre avant d'élaborer un plan stratégique de mobilisation des ressources. Donc, la première question s'agit, est-ce que l'organisation a un plan stratégique? En matière de financement, est-ce qu'il y a les obstacles? Est-ce qu'il rencontre les obstacles quand il faut obtenir les différents financements? Et qu'est-ce qu'on peut considérer dans le réseau de mobilisation de ressources? Et on finit avec la quatrième question. Quels sont les trois principaux objectifs quand il faut développer un plan stratégique de mobilisation des ressources? Donc, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, ce processus, c'est en 4 étapes. La première étape, c'est l'identification des besoins. Ces besoins ont un coût, et normalement, ça doit être lié au plan stratégique de l'organisation. On doit aussi identifier les financements. Troisième étape, développer une stratégie de mobilisation des ressources. Et il y a cette phase d'évaluation qui est aussi tellement important parce qu'on doit aussi examiner ce qui marche bien, comme ça on peut capitaliser, ou bien s'il faut modifier certains aspects qui ne marchent pas comme il fallait. Donc, on va rentrer un peu en détail en ce qui concerne l'identification des besoins. Donc, les besoins ont un coût d'établissement et c'est généralement, ça doit cadrer avec le plan stratégique. Et quand il faut identifier les besoins, il y a les priorités stratégiques qui sont critiques à la vision et à la mission de l'organisation. Et ici, il y a quelques exemples qu'on peut tenir compte en ce qui concerne les priorités stratégiques. Soit on veut approfondir l'expertise technique dans un domaine, ou bien dans nos activités, on pense qu'on peut élargir une zone géographique, ou bien on veut développer l'expertise dans un nouveau domaine de programme, ou bien en quatrième place, on peut décider de reproduire, d'étendre une approche prometteuse. Donc ça, c'est la première étape en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Donc, on identifie les besoins. Donc, pour identifier les sources de financement, donc, une fois que les calculs sont effectués, on doit identifier les sources, les sources potentielles de financement. Donc, on commence avec les bailleurs de fonds actuels, ceux avec qui on a déjà affaire avec, ou bien dans nos communautés, ou bien on peut aussi par le concours de conseil d'administration, parce que normalement, beaucoup de bailleurs se sentent à l'aise pour financer une structure qui a un conseil d'administration bien structuré. Donc, pour la troisième partie, on doit développer une stratégie de gestion de ressources. Donc, il faut que ça soit structuré. Il y a un système qu'on doit mettre sur pied. Donc, quand on a déjà identifié, on doit développer ce système pour s'assurer qu'on peut mobiliser les ressources qui sont nécessaires. Quatrième élément, ça, c'est l'évaluation qui va être faite pour s'assurer qu'on peut consolider les stratégies qui marchent, qui sont efficaces, ou bien modifier celles qui ne fonctionnent pas comme il fallait. Maintenant, on rentre dans la cartographie de nos différents bailleurs. Donc, on doit apprendre à connaître nos bailleurs. Dans chaque pays, il y a les directives du pays. Donc, on doit passer en revue de cette stratégie du pays pour voir comment on peut aligner cette stratégie avec les priorités de notre organisation. On doit aussi chercher à comprendre le point de contact dans chaque pays
Donc, pour ça, ça nous permet aussi, s'il faut une introduction, donc, et on peut déjà savoir cibler ceux qu'on doit leur contacter en cas de besoin de financement. Donc, on continue avec cette cartographie des donateurs. Quand est-ce qu'on doit les aborder? Donc, avant de les aborder, tenons compte de ce que chaque bailleur de fonds veut. Il y a les exigences de la situation. Et en troisième lieu, qu'est-ce que l'organisation peut offrir? Parce que chaque organisation a les compétences. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir par rapport aux exigences du bailleur que nous avons en face, ou bien le bailleur, quand on souhaite qu'il finance nos différentes activités? Donc, on va rentrer maintenant, comment impliquer les donateurs? Donc, s'il faut impliquer les donateurs, il y a 4 aspects qu'on doit tenir compte. Dans les diapos suivantes, on aura la possibilité de rentrer un peu en détail pour chaque aspect. Donc, le premier aspect, donc, commencer en ayant la fin à l'esprit. On doit connaître son public, on doit tenir compte de l'intérêt du donateur, mais on doit aussi partager les informations critiques et faciles à digérer. Donc, si on prend le premier élément, on doit commencer avec l'esprit, avec la fin à l'esprit. Donc, on doit définir les objectifs, le but, avant toute réunion, et on s'assure que les bonnes personnes assistent aux différentes réunions. Et les bonnes personnes doivent aussi se préparer en fonction. Donc, cela met l'équipe en confiance, l'équipe est motivée et peut atteindre les objectifs. En deuxième lieu, il faut qu'on cherche à connaître ce qu'on va raconter. Qui sera présent? Est-ce qu'il est possible qu'on peut avoir même les informations sur ce qu'on peut les raconter avant? Donc, même dans notre réseau professionnel ou bien personnel, est-ce qu'il est possible d'avoir quelqu'un dans notre réseau qui peut nous aider à nous présenter à celui qu'on va raconter? Donc, ça, c'est autant de choses qu'on pouvait. Donc, et on peut aussi chercher à voir, est-ce qu'il est possible qu'on peut même contacter la personne ciblée avant la réunion ou bien pour cadrer quelques rendez-vous durant ou bien après la réunion. On doit gérer l'esprit du bailleur. Donc, on doit, au début, on cherche à établir des relations. Donc, on laisse les demandes d'abord à côté. On cherche à se connaître, on cherche à se connecter. C'est toujours difficile quand il faut discuter avec quelqu'un qu'on ne le connaisse même pas. On peut être intimidé, mais on peut toujours commencer par une discussion sur l'événement ou bien sur l'événement, par exemple. Et pour ne pas rentrer trop en détail, on cherche d'abord à créer une relation qu'on peut profiter après. Et pendant notre rapport, on doit aussi chercher à ne pas partager les informations qui sont critiques. On partage les informations critiques, mais il faut que ça soit facile à digérer. Et il faut qu'on sache que les individus, ceux qui travaillent avec les différents bailleurs, sont toujours inondés avec tant d'informations. Donc, on s'assure qu'on ne leur présente pas les informations qui sont trop longues. Il faut que nos documents soient clairs, grammaticalement corrects, et il faut aussi, tellement important, les coordonnées de l'organisation. Parce que si ceux en face, s'il aura besoin de faire un recours, il faut qu'ils peuvent facilement trouver un moyen, les coordonnées de l'organisation, comme ça, il peut le contacter.
Il y a aussi un autre aspect, suivi. Donc, après les réunions, on doit toujours maintenir des communications en permanence avec les donateurs. On s'assure qu'après la réunion, après l'événement, on doit essayer de suivre les personnes, de les contacter. Et il y a aussi l'aspect de dire merci. Donc, après le raconte, on doit chercher à remercier ceux qui ont accordé leur temps pour qu'on en discute. Parce que ça, c'est aussi une étape qu'on néglige beaucoup. Et pendant les réunions, on peut toujours prendre les notes pour que ça peut nous servir comme un rappel après cette réunion. Et là, ça peut aussi nous permettre de le suivre. Donc, en ce qui concerne le modèle de stratégie de mobilisation de ressources, il y a ces 7 parties. Il y a les objectifs. Et pour les objectifs, que voulons-nous atteindre? Les ressources requises, de quoi avons-nous besoin pour atteindre nos objectifs? Il y a les donateurs potentiels. D'où viendront les ressources? Et cas de financement, nous avons les besoins, mais est-ce qu'on peut avoir le financement pour tout ce que nous avons dans notre assiette? Donc, de quoi ou de qui avons-nous besoin de savoir qui nous ne savons pas? Et il y a les actions nécessaires pour augmenter. Quelles sont les étapes nécessaires pour sécuriser les ressources? Parce que avec les différents bailleurs, avec les différentes ressources que nous avons, on doit, même en cherchant d'autres ressources, on doit aussi chercher à sécuriser. Il y a les parties responsables qui fera quoi précisément. Donc, ça, c'est aussi un tas d'éléments important. Qui fera quoi dans cet processus ou bien pour élaborer le plan stratégique. Il y a aussi le temps. Le temps aussi, il faut avoir le délai bien précis qui explique, qui règle quand on doit travailler pour chaque équipe qui doit intervenir dans les différentes parties. Mais n'oublions pas qu'il y a en face aussi les défis. Il y a quelques facteurs à l'interne ou bien à l'externe que nous devons prendre compte. Ou bien nous devons tenir compte. Donc, merci beaucoup pour cette première partie. On peut passer à une séance de questions et réponses. Merci beaucoup. Lise, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Dominique. Donc, je crois que nous avons quelques questions. Je ne sais pas, Peter, si vous voudriez partager les réponses aux questions qu'on a reçues. Oui, merci, Élise. Il y a 3 questions qui sont déjà venues à par le chat. L'une des questions, c'est pour savoir si jamais il y a des organisations à problème, s'il y a des problèmes pendant la gestion, peut-être pour un programme antérieur, est-ce qu'on peut quelles sont les mesures à prendre pendant cette phase de stratégie de mobilisation? Nous avons proposé que c'est le lieu maintenant de voir peut-être ce genre d'organisations à problème qui ont peut-être des difficultés. Donc, c'est le lieu maintenant de prendre des dispositions et envisager des stratégies pour que ce genre de comportement se limite, se réduise. Pour qu'on ne traverse pas ça, qu'on ne le continue pas, le prend pas et continue à le faire passer dans l'autre phase du projet. Il y a une autre question qui est venue par rapport à qu'est-ce qu'une bonne personne. C'est une question qui est très subjective, ça dépend de l'angle où vous regardez la personne. Si c'est par rapport à, comme nous sommes sur la mobilisation de ressources, est-ce que la personne est bonne par rapport à la gestion de ressources qui sont déjà mises à sa disposition? Est-ce que la personne respecte le temps? Est-ce que la personne respecte les différentes normes
de décaissement ou bien pour faire des dépenses. Donc, ça joue sur comment qualifier une personne, si cette personne est bonne ou pas. Donc, pour ce qui concerne notre mobilisation, si ça, normalement, ça doit aller vers le staff, le collègue qui respecte le nom de l'organisation. Je pense que ce sont les... il y a aussi une troisième question. Qu'attendez-vous par information critique à partager aux donateurs? Vous savez, quand nous sommes dans la phase de mobilisation de ressources, c'est le lieu aussi d'identifier, différencier l'information qui est tellement utile pour partager aux donateurs. Si jamais nous sommes en train de... Si c'est un projet qui tend à mobiliser le fonds pour la prévention du VIH chez les populations clés, je ne pense pas que ce serait bien chez vous, par exemple, de mentionner des informations qui concernent peut-être les prisonniers, si les prisonniers ne sont pas dans la cible. Celui-ci joue comme une information clé. Ça peut aussi être une information qui concerne votre structure. Il y a certaines informations de structures qui sont peut-être personnellement pour les dirigeants de ces structures. Il faut attendre jusqu'au moment où peut-être le bailleur vous demande de fournir cette information. Donc, c'est mieux de filtrer des informations à partager avec le bailleur parce que certaines de ces informations peuvent jouer négativement dans votre demande de financement. Merci, Elise. Merci, Peter. Et pour introduire vitement, ça c'est Peter Tendo, c'est un autre de nos consultants experts qui appuie les activités de ESAP au Cameroun. Donc, merci beaucoup, Peter. Nous avons 3 mains levées, donc je crois qu'on va se focaliser sur ces 3 et après on peut continuer la présentation. Donc, si on peut commencer avec Fadiala. Donc, à vous, Fadiala. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre microphone, Fadiala. Moriba Sidibé. Oui. Oui, allez-y, s'il vous plaît, avec votre question. Maman, vous m'entendez? Oui, bien sûr. OK. Moi, j'ai une question compte tenu des spécificités du moment. Vous savez que les fonds ou les donateurs se font rares maintenant. Et les organisations, la société civile doit se mettre en consortium ou se regrouper pour avoir des financements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment renforcer la capacité des organisations nationales pour qu'ensemble, nous puissions faire des demandes de fonds ou aller vers les donateurs? Merci. Je ne sais pas, Dominique, si vous êtes disponible de répondre. Ou Peter, vous êtes là, Peter? Oui, je pense que sa question est le bienvenu, comme il vient de demander que les organisations avec les fonds qui sont rares ces derniers temps-ci, il faut bien filtrer et savoir là où vous allez faire vos demandes, pour que la capacité même de la structure, que la structure cherche à avoir cette capacité. Si jamais dans le processus, vous découvrez qu'il y a un manque de capacité dans un domaine de la demande, c'est le lieu maintenant de regarder de gauche à droite en cherchant un renfort. Ce renfort peut venir à travers un consultant national, ça peut venir d'une autre structure partenaire qui est prêt à vous accompagner pendant ce processus parce que le savoir-faire, ce n'est pas si facile d'avoir dans une structure que nous avons tout le savoir-faire pour rédiger une stratégie de demande de fonds. Donc ce serait mieux maintenant. Il y a des spécialistes dans certains domaines, donc il faut aller vers eux pour des tâches spécifiques. Donc ça, c'est pour participer à renforcer cette capacité. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à vos questions. Merci. Oui, parfaitement. Mais est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec certaines structures pour ce renforcement des capacités?
Je pense que cette question, on va l'enregistrer et chercher des réponses avec notre partenaire, avec USAID. Parce que vous voulez savoir s'il y a une banque de données, s'il y a des structures qui sont habilitées, agréées avec USAID, que USAID utilise pour envoyer chez les partenaires pour appuyer leur capacité pendant la rédaction de votre demande de financement. Nous ne pouvons pas prétendre à répondre à cette question maintenant. Merci. OK, merci Fatiala. Donc, on va garder cette question. Nous avons deux autres questions de Jean-Claude et Edward et après, on va recommencer la présentation. Donc, à vous, Jean-Claude. Oui, bon après-midi pour le Burundi, nous sommes à 14h50. Alors, ma question, c'était beaucoup plus de savoir, c'est bien qu'on cherche à mobiliser les ressources, mais parmi les organisations, il y a ce qu'on appelle les organisations naissantes, il y a les organisations qui ont une certaine notoriété, je dirais dire, donc en CV dans les activités, mais aussi par rapport à ce CV, il y a aussi des exigences des donateurs, comme quoi ils peuvent demander la capacité des organisations, les ressources disponibles, la capacité dans la gestion, les audits et l'enveloppe qu'ils ont déjà gérée. Alors, ceci dit, j'avais essayé aussi de poser la question dans la marge des évaluations, de faire une certaine auto-évaluation pour voir les capacités internes en termes de ressources qu'on a déjà gérées, en termes de ressources financières, mais aussi des ressources humaines qui sont capables de travailler et d'être opérationnelles, et ressources qu'on peut aligner, qui ont une certaine expertise. Donc, je voudrais que peut-être ça rentre aussi dans le cadre des évaluations internes par rapport aux capacités des organisations qui cherchent à postuler pour avoir des financements aux donateurs. Merci, Jean-Claude. Oui, à vous, Peter. Thank you, Peter. Une observation que le collègue vient de parler là, en train de nous rappeler que ce serait mieux de faire souvent les auto-évaluations. Nous venons de parler de ça parce que une fois qu'on a une auto-évaluation, ça nous permet à notre niveau d'abord de reconnaître nos limites et déjà de penser comment améliorer ces limites dans les différents domaines techniques, administratifs, même financiers. Donc, la contribution est le bienvenu. Cette auto-évaluation est tellement nécessaire. Et si jamais on arrive à bien faire, ça va faciliter le fait que si jamais nous avons des évaluations externes, certaines lacunes qu'on pouvait déjà avoir ou bien identifier seront déjà résoudre avant même la mise en œuvre du projet. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude et merci Peter. Et si je peux encourager tout le monde d'ajouter vos questions sur le Q&A, la boîte Q&A en bas, ça nous donne la chance de garder un peu plus facilement les questions qui sont présentées. Donc, nous avons une question finale pour cette partie. Donc, à vous, Edouard Diapa, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. Moi, ma question est, je suis toujours dans le même ordre d'idée que mes précédents. En fait, pour moi, c'est comment faire aussi, est-ce qu'on peut appuyer aussi, renforcer la capacité des acteurs de la société civile et pour qu'ils puissent avoir la capacité aussi de postuler aussi à différents appels que vous voulez. Souvent, les gens ont la volonté, ils ont l'expertise, ils ont l'expérience, mais souvent, il lui manque un peu de la capacité aussi. Maintenant, comment faire pour que, c'est ce qu'il y a la possibilité avec, au niveau pays, qu'au moins qu'on renforce les capacités de certaines organisations de la société civile. Là, eux aussi, ils vont renforcer aussi la capacité d'autres personnes aussi, pour au moins là, pour donner la chance à tout le monde pour pouvoir postuler de l'appel à projet. Merci. Voilà ma question. Merci beaucoup. Donc, à vous, Peter. Oui, merci. Je reviens encore sur la question de renforcement des capacités. Je pense que ce sujet revient une fois.
Ça revient, je peux me répéter, c'est tellement important d'identifier vos besoins. Dominique venait de nous parler. Si ça, c'est un de vos besoins, c'est le lieu maintenant de regarder est-ce qu'il y a parmi les bailleurs à l'intérieur du pays, ça peut même être, comme il a bien cité auparavant, ça peut même être le conseil d'administration. Est-ce que le conseil d'administration peut aller dans ce budget propre, accepter de financer un renforcement de capacité dans un domaine purement technique ou bien administratif? Est-ce qu'il y a d'autres bailleurs à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur où leur rôle, c'est appuyer, renforcer les capacités de certains de la société civile pour mobiliser des ressources chez d'autres bailleurs? Parce que chaque bailleur a sa cible, chaque bailleur a aussi ses objectifs. Il y a certains qui sont là pour ne pas, pour peut-être renforcer la capacité pour les différents. OK, merci Peter. Merci tout le monde pour toutes vos questions. Juste un petit rappel d'ajouter vos questions sur la boîte Q&A, question and answer en bas. Et ça nous donne la chance de répondre aux questions qui n'ont pas la chance d'être répondues pendant le webinaire. Oui, à vous, Peter. Non, OK, c'est bon, pardon. OK, d'accord. Peter, autre chose à ajouter? Je ne pense pas. On peut avancer. Je ne vois pas d'autres questions, sauf je pense qu'on a apporté des réponses à des questions posées. Merci. Oui, exactement. Et si nous n'avons pas la chance de répondre aux questions pendant cette webinaire, on va essayer de les répondre par écrit et circuler les réponses après le webinaire. Donc, peut-être de passer la parole encore à Dominique. Okay. Merci tout le monde pour toutes vos questions. Merci Lise, merci Peter. Donc, on va passer aux deuxième partie de cette présentation et c'est sur l'identification des ressources. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, pour l'identification des ressources, on va s'entretenir d'abord quelles sont les ressources à l'interne. Il y a les ressources qu'on peut utiliser. On peut aussi demander l'appui. Il y a l'appui du conseil d'administration. Et il y a aussi les ressources externes. Et à côté aussi, il y a les ressources additionnelles. Donc, dans les prochains diapos, on va rentrer un peu en détail sur ces différents éléments. Donc, quelles sont les ressources? On a besoin de ressources humaines, dont les compétences, l'expérience, les idées. Les ressources physiques, les installations, les équipements matériels, les outils. Les ressources sociales et politiques, les partenariats, la réputation financière, on a besoin de l'argent, financement illimité, accès au crédit. Et aussi, il y a certains avantages naturels par rapport à notre emplacement ou bien les ressources naturelles, la terre fertile. Donc, à l'interne, il y a les ressources qu'on peut utiliser pour élaborer cette pour identification des ressources. Donc, chaque membre, chaque responsable, chacun dans l'organisation est responsable. Mais là, on peut aussi utiliser le conseil d'administration, les cadres supérieurs, les personnels de programme, les personnels financiers et administratifs. Donc, tous ces différents composants, ou bien les différents groupes de personnes, sont importants pour identifier les ressources, le financement. Maintenant, pour le conseil d'administration, on peut avoir quel genre d'appui quand il faut élaborer un plan stratégique. Quand on rédige les propositions, le conseil peut aider à approuver, revoir,
il faut mobiliser et retenir les ressources humaines. Donc là aussi, on a besoin de l'appui du conseil d'administration, même dans la mise en œuvre de plans de mobilisation des ressources. Parce que normalement, on attend au sein du comité d'administration, il y aura un comité qui s'en charge de ces différents aspects qui peuvent aussi accompagner l'organisation pour identifier les financements. En ce qui concerne aussi, on peut faire rapport au conseil d'administration, aux donateurs, aux différentes parties prenantes sur l'avancement du plan d'utilisation des ressources. Maintenant, on va sur les ressources externes. Pour entrer en partenariat avec USAID, il y a un site qu'on peut facilement avoir les informations. Et ce site, ça décrit le rôle des partenaires. Et là aussi, c'est une base qu'on peut consulter sous les conventions récentes de USAID. Donc, on a uspending.gov. Il y a aussi un autre site, provision commerciale, business focused, et aussi les questions et réponses sur les prévisions trimestrielles. Il y a un site grants.gov et contrat100.gov. Ça, c'est les différents sites à l'externe qu'on peut facilement consulter pour identifier les financements. Et il y a, voilà, 7 sites business focused qu'on peut facilement consulter. Et là, ça nous montre quand on doit attendre, si ils ont libéré une opportunité. Et là, on peut aussi consulter pour suivre les différentes modifications, les mises à jour sur ce site. En ce qui concerne les ressources additionnelles, il faut aussi avoir le financement de, par exemple, USAID. Ils ont leur branding et leur maquillage, ils ont leur style. Donc, il y a les documents qui guident, qui règlent ces aspects. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'identité, le logo de USAID dans nos différents programmes? Ça définit les préférences. En ce qui concerne le coût indirect, il y a aussi les exigences, il y a aussi la possibilité d'avoir les informations parce qu'on doit tenir compte de comment cet aspect de coûts indirects doivent être gérés dans nos projets. Donc, il y a une autre division au sein de USAID qui s'en charge des aspects de conformité. Et donc, là aussi, ça va permettre de signaler où il y a le problème de conformité. Parce que avec l'argent de contribuable de USAID, qu'on a mis à la disposition de USAID doivent aussi chercher à utiliser pour construire un monde libre, pacifique et prospère. Et il faut que les fonds soient bien gérés. Donc, il y a cette division qu'on peut les saisir, qui peuvent aussi signaler s'il y a un problème pour l'aspect de conformité. Donc, on peut passer au deuxième pose de questions. Là, je repasse la parole à Chris. Merci. Merci Dominique. Nous avons plusieurs questions sur la boîte Q&A. Donc, merci tout le monde de mettre vos questions sur cette boîte. Donc, peut-être à Peter de choisir quelques questions. Oui. Oh, oui, allez-y. Merci, Peter. Oui, merci.
Oui, merci de m'avoir passé la parole. Il y a une des questions, est-ce qu'il y a une base de données pour identifier les donateurs selon les domaines d'intervention? Je pense que c'est le lieu d'aller sur le net. Ta capacité même d'identifier les différents bailleurs montre votre niveau que vous êtes sérieux sur l'activité que vous voulez, le financement. Donc, c'est le lieu peut-être de contacter sur le web. C'est possible d'avoir les différents bailleurs et savoir les zones d'intervention. Et là, ça vous oriente d'identifier ou bien sélectionner les potentiels bailleurs chez qui vous allez soumettre votre demande de financement. Il y a aussi une autre question là. Il a dit, je voudrais savoir si les donateurs ont un critère de choix précis entre une organisation nationale et une organisation internationale. Et les deux se trouvent dans le même pays. Merci. Bon, ça c'est une question tellement technique et très sensible parce qu'une fois que vous voulez prétendre à faire une demande de financement, je pense que les donateurs nous précisent le type d'organisation qui peuvent postuler à un éventuel financement. Donc, généralement, il y a cette distinction, c'est vrai, sûrement, sauf s'il y a d'autres paramètres qui sous-entendent. Sinon, il y aura ces privilèges, ces préférences à donner aux organisations nationales. Sauf si c'est bien décrit là-bas que cette offre ou bien cette demande de financement est ouverte uniquement pour les organisations internationales. Donc, c'est à vous de bien lire cette demande ou bien comme Dominique venait de montrer dans le Business Focus, pour voir qui est éligible pour postuler. Si jamais vous n'êtes pas éligible à postuler, ce n'est pas le conseiller de penser les ressources pour faire une demande de financement. Quelle est la périodicité de révision d'une stratégie de mobilisation de fonds? Bon, ça c'est une question, c'est comme une stratégie selon la manière que vous avez décrit. C'est une stratégie, il y a un début et un fin. Et pendant la mise en œuvre de cette stratégie, comme on vous a montré le cycle, il y a souvent cet onglet, bien cette partie, cette étape où il faut faire une évaluation pour voir est-ce que les différentes actions, les différentes politiques, les différentes stratégies que vous avez évoquées auparavant, est-ce que ces opérations-là, ces interventions-là sont les bienvenues? Il faut réadapter pour que ça réponde. Il faut poser la question à chaque fois. Qu'est-ce qui a fait à ce que votre demande de financement n'a pas pu atteindre, on n'a pas eu le financement? Est-ce que vous n'avez pas bien rédigé ou bien n'a pas eu le montant que vous avez, l'enveloppe que vous avez voulu? Là, ça vous permet de revoir votre stratégie pour que les prochaines demandes de financement soient de bonne qualité et que ça passe peut-être comme une lettre à la poste. Donc, à chaque moment, à chaque étape de la vie, c'est le lieu de faire un arrêt et voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, cette même stratégie, cette même approche est à utiliser dans la stratégie de mobilisation de financement. Donc, la périodicité va dépendre de la durée d'abord de votre plan stratégique. Si votre plan stratégique, c'est pour peut-être 2-3 ans, souvent on conseille les révisions à mi-parcours. Ce mi-parcours peut être 1 an et demi. Il y a certains qui prévoient ces révisions chaque année. Il y a certains même, on peut aussi retoucher ça après 6 mois. Ça dépend de l'évolution. S'il y a peut-être des événements majeurs dans le pays, si jamais maintenant là, il y a un bailleur qui vient que vous ne connaissez pas, vous voyez que vous pouvez postuler chez ce bailleur. C'est le lieu peut-être maintenant de revoir votre stratégie pour que
Ça, Peter, je crois que votre connexion était un peu coupée. Vous êtes là? oui, je suis là. Je pense que j'ai épuisé toutes les questions que j'ai vues dans le chat. OK. Oui, merci. OK. Merci beaucoup. Donc, nous avons la main d'Edward encore. Donc, à vous, Edward. Et après, on va recommencer la présentation. OK. Merci beaucoup. Excuse-moi, j'ai levé la main. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir les présentations là après? Est-ce qu'à la fin, on peut avoir les présentations? Absolument, absolument. Comme noté dans le chat et au début de cette présentation, avec chaque webinaire, le projet ASAP, nous enregistrons la présentation et ça sera disponible par notre site web intrahealth.org/ASAP Resources et aussi ça va être circulé à tout le monde par email. Donc, vous allez avoir la présentation, l'enregistrement du présentation aussi. Nous allons circuler les questions et réponses par écrit. OK, merci. Donc, à vous, Dominique. OK, merci beaucoup. Merci, Merci. pour cette séance de questions. Donc, on va engager la toute dernière partie. La toute dernière partie, c'est de soumettre des propositions et des budgets concurrentiels. Donc, ici, ce qu'on doit retenir pour soumettre des propositions, ça fait objet d'un processus. Et quand cet appel d'offres est publié, donc on doit mobiliser les équipes. Il y a les exigences du bailleur, il y a la conception technique, il y a aussi, on doit élaborer la proposition de coûts, il y a aussi les notes, on doit faire le narratif du budget. Donc, on va rentrer en détail. Pourquoi c'est un processus? Donc, c'est un processus parce qu'on veut que la coordination soit bien, on veut initier la coordination. Il faut que tous ceux qui seront impliqués dans ce processus soient informés. Donc, quand ils seront informés, on peut aussi avoir une soutien adéquate et aussi s'assurer la qualité et la conformité. Et ça permet aussi la gestion de connaissances. Donc, on va un peu rentrer en détail pour voir qu'est-ce qu'on doit faire quand on lance l'appel d'offres ou bien quand l'appel d'offres est publié. Donc, quand l'appel d'offres est publié, on doit constituer une équipe et définir les différents rôles et responsabilités. Il y a un calendrier, matrice de conformité à élaborer, les dates clés, les réunions de démarrage, les séances de conception. Donc, tout cela doit être défini dans ce calendrier. Donc, il y a les équipes qui vont veiller à la conception technique pour s'assurer que cette conception est sous la bonne voie et ils doivent être impliqués au début du processus. Il y a ceux qui vont fournir les commentaires techniques du point de vue de donateur et une autre équipe va fournir les commentaires de propositions de coûts et la discussion du budget du point de vue du donateur. Donc, voilà ce qu'on aura besoin quand il faut lancer ou bien s'il faut soumettre les propositions et le budget concurrentiel. Donc, il y a les exigences du bailleur. On doit lire attentivement les sollicitations, les appels d'offres. On peut profiter des questions et des réponses. Et la conformité est tellement importante. Donc, dans cet appel d'offres, on doit s'assurer que toutes
les exigences du bailleur sont respectées dans notre soumission. La conception technique nécessite des recherches. Il y a les ateliers ou bien les réunions de conception. Et parfois, on peut faire recours à une personne externe. Et là, peut-être on aura besoin de consultants, peut-être des compétences se trouvent dans une autre organisation. Là, on peut facilement demander, bien solliciter pour l'appui. Et on doit décrire l'approche. Ça doit être développé, détaillé. Et on doit rédiger un plan de travail. Donc, ça, c'est la phase de conception. On doit s'assurer qu'au début du processus, il y a une équipe qui est chargée de cet aspect. Maintenant, il y a la proposition de coûts. Il y a les engagements précoces, il y a les prix compétitifs, il y a les instructions. On s'assure la cohérence. Là aussi, quand il faut rédiger, il faut élaborer. Quand on tient compte du coût, il y a les aspects techniques qu'on doit aussi intégrer quand il faut faire les propositions de coût. Et maintenant, on rentre dans les notes de budget. Là, on s'assure qu'on peut énoncer une meilleure valeur, rendement de coût. Le budget doit être lié au contenu technique. Ça reflète la demande de candidature et le budget. On doit justifier, expliquer les coûts et les hypothèses. Donc, et on évite de mettre trop de chiffres. Évite de mettre trop de chiffres. Donc, il y a certains détails qu'on ne peut pas mettre dans notre soumission. Par exemple, peut-être les détails sur les salaires, les frais qu'on a qu'appeler les salaires, par exemple. Est-ce qu'on doit partager ça avec le bailleur ou bien on va juste mentionner différentes rubriques? Comment est-ce qu'on a atteint ou bien comment est-ce qu'on a calculé? Comment est-ce qu'on a arrivé à ce chiffre? Moi, je pense que là, ce sont les détails de tout qu'on doit aussi laisser à côté. Il y a aussi certains coûts exceptionnels qu'à un certain moment, on peut demander des dérogations de donateurs, par exemple les indemnités, les voyages internationaux. Donc, on doit tenir compte de ça, on doit faire les notes. Et si on va travailler avec les sous-bénéficiaires, on doit également documenter le coût et le coût doit être une partie de ce budget, le budget qu'on prépare. Il y a certains points clés à retenir. Élaboration des propositions, ça prend énormément de temps. Donc, on pouvait déjà avoir certains templates qui peuvent nous servir au moment opportun quand il faut rédiger les propositions. Il y a énoncé les capacités de l'entreprise. On peut déjà avoir ces informations quelque part. Donc, à chaque fois, si on aura besoin, on prend justement, on intègre. Modèle du budget avec les notes budgétaires. On peut déjà avoir ça pour que c'est juste essayer de voir les exigences de bailleur et modifier pour que ça cadre avec ce que le bailleur exige. Il y a aussi les CV du personnel qui doivent être mis à jour. Donc, on devait déjà avoir ça à côté. L'élaboration d'une proposition prend énormément de temps. Il y a l'approche de suivi et évaluation, M&I, le plan M&I, qu'on doit aussi s'assurer qu'on a déjà ça sous place. Comme ça, le moment opportun, on peut juste prendre pour compléter notre soumission. Il y a aussi l'approche de gestion. Donc, tout ça, on devait déjà avoir certains templates. Aussi les exemples des performances passées.
nos différentes interventions, les expériences dans les différents autres projets, différentes autres thématiques. Et là, le moment opportun, on peut juste rentrer dans ce document et on peut prendre et intégrer dans ce qu'on est en train de développer. Je pense qu'on est à la fin de la troisième partie. On passe encore aux questions, séance de questions-réponses. Et là, je repasse la parole à Alice. Merci. Je pense qu'on peut, en attendant Lise, oui, elle est là. Pardon, j'avais des problèmes en trouvant le bouton mute. Merci beaucoup, Dominique. Wow, quelle présentation. Donc, nous avons plusieurs questions sur le Q&A. Donc, à vous, Peter, je crois que vous avez quelque chose à dire. Oui, merci. J'ai certaines questions là que je veux prétendre à donner des réponses. Il y a une des questions, est-ce qu'on peut avoir un exemple de matrice de conformité? Je pense que tout à l'heure, Dominique a présenté un lien de site web de USAID. Si c'est en passant par le USAID, ce serait mieux peut-être de consulter ce site web. Le lien, on vient de vous partager et comme nous savons, cette présentation, ce webinaire est enregistré et sera partagé à tout le monde. Donc, on pourra toujours repartir sur ce lien et consulter. C'est déjà un exemple de conformité. Il y a une autre question qui est venue par rapport à quand un appel, excusez-moi, il a dit, quand un appel à proposition n'est pas précis, comment faire pour rester cohérent et satisfaire les exigences du bailleur? Je pense que pour chaque appel, on écrit souvent, il y a souvent en anglais qu'on laisse. S'il y a des questionnements à faire, il faut repartir vers celui qui a fait publier cette demande de financement. Et là, cet appel d'ouvre, pardon. Et là, vous pouvez demander des informations supplémentaires. Il y a souvent des délais qui peuvent faire cette demande d'informations supplémentaires pour vous permettre de bien ficeler votre demande de financement. Je ne pense pas qu'on peut en déduire. C'est mieux d'aller vers la personne qui vous a demandé que vous voulez qu'il vous aide avec le financement. Il est le mieux placé à vous guider comment rédiger vos documents, au moins à ce qui concerne les normes à respecter. Parce que s'il y a tout ce qui est à l'intérieur, il faut souvent le respecter. Mais les interprétations, c'est à vous maintenant de chercher. Peut-être certaines personnes qui ont déjà l'expérience dans ce domaine pour vous aider à bien expliquer pour que vous compreniez. Sinon, chaque offre ou bien appel d'offres a des informations ouvertes, accessibles aux prétendants. Donc, chercher à comprendre ces informations. Il y a une autre question par rapport à est-ce qu'on peut... Non, il a demandé... il a posé une question si on peut souvent avoir un financement par le grant. Là, ça revient pour savoir le type de financement qu'une structure peut avoir. Le financement vient, c'est pour participer à réaliser vos investissements dans un cadre donné et pour une activité spécifique. Donc, certaines activités qui sont à but tellement social, généralement, c'est des grants qui ne sont pas remboursables, on ne doit pas payer demain. Mais s'il y a certains financements où normalement, vous devez avoir des intérêts à payer, même si c'est peut-être avec la Banque mondiale, avec le Fonds mondial, non, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ce genre de structures, souvent, c'est pas forcément gratuit, ce sont des prêts. C'est un financement qui est comme un prêt. Mais maintenant, il faut aussi aller à l'intérieur pour savoir les grants. Il y a plusieurs types de grants. Il y a certains grants, là, Dominique peut mieux expliquer, il y a certains grants qui ont un coût fixe qu'on ne peut pas... Quand c'est déjà signé, c'est déjà signé. On peut souvent aller en deçà, on ne peut pas augmenter. Donc, c'est le lieu de... Il y a toujours ce lien qu'on vient de vous partager et que vous allez voir pour les financements USAID ou bien le gouvernement américain. Là-bas, vous allez aussi voir en détail certains éléments. Il y aura des éléments qui vont vous éclaircir. Il y a une autre question par rapport à... il y a l'autre qui a demandé est-ce que la promotion technique et financière peuvent
faire apparaître des aspects qui apportent une valeur ajoutée à notre offre sans qu'il soit spécifiquement demandé par le bailleur. Mais c'est we call it needs assessment. Vous êtes en train de faire une demande de financement. Vous devez normalement vous faire paraître quelle est la valeur ajoutée de ce financement que vous demandez. Ça vient avec vos objectifs, ça vient avec vos stratégies, ça vient avec les cibles que vous allez déterminer. Donc, tous ces aspects techniques-là, si vous n'avez pas la capacité de bien ficeler, c'est mieux de chercher les personnes habilitées avec la connaissance, les compétences, de vous guider à bien rédiger votre demande. Parce que une demande sans objectif, une demande qui n'a pas une valeur ajoutée, je ne pense pas que c'est une demande à même à regarder. Parce que vous devez présenter un état de lieu, vous devez présenter ce que votre apport, que le projet ou bien l'activité va amener pour ce changement. Ça, il y a souvent en anglais, on appelle ça le theory of change. Qu'est-ce que votre projet, là, votre activité là, va contribuer pour améliorer le bien-être de l'humanité, au moins pour la population ciblée dans votre pays, la population ciblée dans la région, ou bien n'importe où, ça peut être tout le pays, une sous-région partout là, ou bien un district de santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas répondu? Je regarde encore. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Nous avons déjà vu ça. Quelle est la proposition qui est la plus de chance à être... non, de chance entre le stand-alone, une seule organisation, et celle d'un consortium? Et quand est-ce qu'on a besoin de faire un consortium? Ça revient, c'est à vous maintenant de déterminer est-ce que vous avez la capacité de couvrir tout le pays. Si c'est un projet qui couvre tout un pays et vous pensez que vous n'avez pas la capacité pendant la mise en œuvre pour couvrir, vous ne pouvez même pas démontrer au bailleur que vous avez passé. Ce serait peut-être votre première fois de faire cette extension. Vous étiez habitué à travailler dans 2 régions, 3 régions. Et subitement, le bailleur vous dit, bon, je suis prêt à financer pour 20 régions, et vous voyez que vous pouvez ne pas avoir cette capacité. Cherchez maintenant d'autres partenaires, d'autres organisations dans votre pays ou bien ailleurs qui ont cette capacité et avec qui vous pensez que vous pouvez ensemble travailler pour que vous faites cette demande de financement pour faciliter et assurer que vous avez une bonne chance de passer, bien avoir ce financement. Donc, ça dépendra de votre capacité, ça dépendra de l'étendue du projet, ça dépendra de financement. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience à gérer un certain somme? Vous pensez que vous n'avez pas eu cette expérience? Est-ce qu'en apportant, en vous associant, ça peut faciliter à ce que le bailleur voit que vous avez cette capacité? Donc, c'est des questions, comme on a posé là-bas, les premiers diapos, vous devez poser une question à vous-même. Quand vous posez cette question, ça vous permet de bien ficeler vos stratégies. Merci. Je pense que j'ai parcouru les questions. Si j'ai laissé d'autres, bon. Merci beaucoup, Peter. Merci. Oui, je crois que vous avez répondu à la plupart des questions. Et comme j'ai noté, après cette présentation, on va circuler les diapos, l'enregistrement et aussi les questions qui sont dans la boîte Q&A. On va les répondre par écrit et circuler les questions et réponses aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a lancé un petit sondage. Je crois qu'il y a 4 ou 5 questions. Si vous pouvez prendre le temps pour répondre à ces questions, ça va nous aider à continuer à améliorer nos présentations et les sujets pour les prochains webinaires. Donc, en bas, il y a un bouton qui dit « Pause ». Donc, si vous n'avez pas encore vu le sondage, on vous encourage de le prendre. Donc, nous avons 32 réponses déjà. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci pour vos réponses. Autre point, Dominique, ou bien de compléter les réponses de Peter? Sinon, Peter est au point. C'est juste remercier les participants. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, non, s'il vous plaît. Pardon? S'il vous plaît, allez-y. Oui.
Oui, juste la mobilisation de ressources, c'est juste... alors? Juste pour oui, on vous oui, suit, Dominique. Oui, juste pour faire une récapitulative. On vient de s'échanger sous les trois composants, sous les composants de stratégie de mobilisation de ressources. Donc, la mobilisation de ressources, c'est aussi un processus vraiment important qui permet à l'organisation de trouver les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces missions. C'est tellement important. On doit chercher à voir comment aborder les bailleurs, quand est-ce qu'on doit les aborder, bien comment est-ce qu'on peut les impliquer. Ça, c'est aussi vraiment important parce que quand on dit on ne peut pas partager les informations peut-être très publiques, on peut toujours, on ne dit pas qu'on va aller verser un sac de nos besoins devant le point de contact, bien le point de contact pendant une réunion. Ils ont peu de temps pour discuter avec nous. Donc, on doit chercher à discuter, on doit chercher à partager les informations très sensibles. On doit se préparer. Ça, c'est un élément tellement important. On se prépare pour ces différentes réunions et avoir les personnes clés qui peuvent nous accompagner pendant les discussions. En ce qui concerne le conseil d'administration, ça c'est aussi un élément important qu'on doit, on a besoin de l'appui du conseil d'administration pour cette stratégie de mobilisation de ressources, parce que avec un conseil d'administration, ça joue sous l'image de l'organisation et les bailleurs seront contents pour financer l'activité dans une structure où ils ont un conseil d'administration bien structuré. Comme ça, ils s'assurent que l'organisation peut être bien redevable. Donc, en ce qui concerne la soumission d'une proposition, on tient compte de comprendre les exigences, la conception technique qui est aussi tellement importante, qui doivent être au début jusqu'à... Et là, on s'assure que ce qu'on est en train de rédiger cadre avec les besoins pour le projet quelconque, mais n'oublions pas aussi de les apporter quelle valeur ajoutée à côté de ce qui exigeait le bailleur qu'on pouvait aussi apporter. Le budget, aussi important, c'est ça doit, en rédigeant le budget doit aussi caler, bien cadrer avec les aspects techniques. Et il y a les templates qu'on peut toujours garder à côté parce que l'élaboration d'une proposition prend énormément de temps. Donc, il faut avoir déjà les modèles de templates qu'on a déjà utilisés, qu'on peut toujours faire recours à chaque moment. Merci beaucoup. Je te repasse la parole, Lise. Merci Dominique pour ces contributions et aussi pour cette présentation très utile. Merci aussi à Peter et Dominique pour la réponse aux questions et vraiment à tous nos participants pour vos questions, vos réponses au sondage et vraiment votre engagement. Donc, c'était très important d'avoir cet échange sur le développement des affaires. Nous avons des très bonnes idées aussi sur le chat et aussi le Q&A. Donc, comme noté, on va circuler la présentation, l'enregistrement du présentation et aussi les réponses par écrit aux questions qui sont dans la boîte Q&A. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passez-vous une très bonne journée et on va vous voir à la prochaine webinaire.
Thank you. Merci. Thank you. Thank you. Thank you Thanks, very much. everyone. Over. Merci. Au revoir. Merci. Elizabeth, can we hang on for 2 minutes? Sure, no problem. Do you want to? I think Fikre, if you can, let me see. Stop the recording if you don't mind. No problem, and I'll ask Jeff to end the webinar. Okay, thank you guys. Thank you.